Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du gameplay avec un deck que j'avais énormément apprécié lorsque j'avais eu la chance de caster le NA Championship, donc le Lorcana Challenge américain. C'est évidemment le fameux deck Blurple. Je vous avais dit que j'allais le monter pour pouvoir train un petit peu avec. Et donc j'ai record quelques games que j'ai joué sur Pixelborn contre des inconnus en remote duel. Et je vais me prêter à l'exercice de recommenter ces games par-dessus mon gameplay pour pouvoir partager et avoir un retour d'expérience sur ce jeu avec vous. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Label Carte. Label Carte, c'est notre site de vente de TCG en ligne, notamment de Lorcana. Vous pouvez nous soutenir directement en faisant vos achats et vos commandes de Lorcana sur le site. On a notamment des displays chapitre 1 qui sont encore en stock et encore quelques displays aussi du chapitre 6. Dès qu'on aura la possibilité de mettre en place les précommandes du chapitre 7, évidemment, on vous tiendra au courant sur les différents réseaux sociaux. Mais voilà, vous pouvez acheter du Lorcana sur labelcarte.fr. Ça participe à nous soutenir et surtout à développer cette marque que l'on essaye de mettre en avant. Label Carte sponsorisant cette vidéo, vous pouvez tenter de remporter un booster du chapitre 6. Pour ça, c'est très simple, il suffit juste d'être abonné à la chaîne, de participer dans l'espace commentaire et de laisser un petit pouce bleu. Allez, maintenant on switch directement dans la vidéo. Vous l'avez bien compris, ces gameplays ont été record en off et je vais recommenter par-dessus, donc peut-être même redécouvrir les games. Je crois que ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai enregistré ce gameplay, donc c'est pas frais dans ma tête, je me souviens pas exactement de commencer la partie. On va la découvrir ensemble. C'est parti. Donc on affronte Pixelborn Mickey Mouse. J'ai essayé encore une fois de rendre mon setup le plus lisible possible. Alors maintenant j'ai changé mes sleeves. Les gens m'ont fait le retour que les sleeves noirs sur mon tapis noir ça se voyait pas très bien. Vous inquiétez pas, maintenant j'ai de nouvelles sleeves pour en tout cas les prochains contenus, les prochaines vidéos. Je pourrai me mettre à jour. On va passer rapidement sur la phase de Mulligan. Et on commence directement ici avec un tour 1, le petit balai magique. Je le rappelle, je joue Blurple, donc ce deck violet-bleu qui vous avait tant plu au NA Championship, moi y compris, qui est un deck qui va essayer de ramper et d'aller en late game tout en ayant la possibilité d'avoir la force du violet, c'est-à-dire la boucle bounce et les très bons drop-in d'early game. Mon adversaire joue aussi du violet et commence directement avec un adepte de Chernabog qui vient matcher naturellement mon balai. Donc on va voir ici quelles sont les possibilités. Je pense qu'on peut aussi passer peut-être le lecteur en x2. Ouais, ça me paraîtrait pas déconnant, en tout cas en x1.5. Ça fluidifiera évidemment aussi la rapidité. Donc là, on va prendre le lore du balai, ce qui va nous permettre ensuite probablement de jouer un typo ou un voguer sur la mer Azurite. On cherche tout le temps à avoir un tour 2 qui accélère. L'idée, c'est d'aller rapidement vers nos tours 4, que sont le génie, le lapin ou la chèvre. Là, je lui demande, alors petit tricks, je lui demande si je peux mettre en pile les deux effets. En gros, à l'Orcana, les effets vont dans un sac. C'est pas comme une pile à Magic, vous choisissez ensuite, une fois que tous les effets sont mis dans le même sac, dans quel ordre ils vont se résoudre, et je demande si je peux d'abord trigger la capacité du balai magique et piocher ma carte, avant de décider de quelle carte je vais prendre de ma main avec typo pour l'ancrer, ce qui me permettra théoriquement d'avoir un choix de plus, c'est-à-dire la carte piochée avec le balai magique pour pouvoir choisir ce que je vais poser en encre avec typo. J'explique comment ça fonctionne avec mon adversaire et lui demande s'il est d'accord parce que j'ai jamais vérifié auprès d'un judge que cette règle fonctionnait bien. Mais pour moi, ça marche comme ça. Je joue mon typo après mon balai, je déclare les deux effets, l'effet de typo et l'effet du balai que je mets dans un sac. Et ensuite de ça, je les dépile entre guillemets dans l'ordre que je veux, c'est-à-dire d'abord l'effet du balai et ensuite l'effet de typo. Ce qui me laissera un peu plus de possibilités. Ouais, je préférais expliquer pour que vous compreniez exactement ce qui se passe ici. Mon adversaire me dit oui, il n'y a aucun problème, tu peux faire ça. Donc je le disais, c'est la puissance de ce deck-là. On va chercher au mulligan toujours nos drop 2 bleus d'accélération. Et ici, on a donc pu ancrer une petite carte engagée. Pour l'instant, mon adversaire ne me révèle que du violet. Il va pouvoir prendre son petit lore ici avec un petit Chernabog. Et on joue un mirror. Et on joue un mirror de Blurple. Lui aussi a pu mettre en avant son petit tour de typo. Et il passe le tour. Alors là, normalement, dans la curve initiale du deck, on a envie juste de développer une chèvre, un lapin contre Blurple, c'est très bien. Un génie aussi, parce que c'est des cartes qui sont difficiles à aller chercher dans
dans ce mirror de Blurple, vu qu'il n'y a pas de gestion rouge. Donc finalement, n'importe quel drop 4 sera bon. Je décide de partir sur une bibliothèque et de mettre typo dedans. Ok, pourquoi pas. C'est un play qui fonctionne bien parce qu'en mirror de violet, pardon, on va devoir se trader par le board. Et donc, quand on se trade par le board, celui qui a une librairie, une bibliothèque, va pouvoir faire plus de value que son adversaire. Je mets un petit dé sur le dessus de mon deck pour me rappeler que je vais avoir un de l'or à gagner au début de la partie. Et j'estime que c'est quand même un bon spot pour jouer cette bibliothèque parce que mon oppo il a qu'un typo sur le board, donc 1 de puissance de frappe. Le pire qu'il puisse me faire, c'est évidemment cette mime renard, mais, mais ça me permet quand même d'avoir un tour de librairie tranquille. Ici, on pourrait trouver un truc qui le mettrait assez mal, c'est un crabe sur typo qui permettrait d'aller taper mime renard, sacrifier typo, piocher une carte. C'est pas en tout cas la première possibilité ici. On va commencer par un voguet sur la mer Azurite qui va nous permettre d'ancrer une carte de plus, dégager en plus. Donc là, on peut avoir théoriquement encore accès à 4 mana. Je vois bien un crabe arriver ici. En tout cas, si je l'ai, ça me paraît être une bonne option. Et effectivement, évidemment, ouais, je suis dans le futur. C'est pas comme si j'avais déjà joué cette partie-là. Honnêtement, je me souvenais plus, mais je sais que c'est le play. En tout cas, si j'ai un crabe dans la main, j'ai très envie de faire ça. Ça protège ma bibliothèque, ça me permet de générer de la value, ça utilise convenablement mon typo, et surtout, bah, ça me permet de piocher des cartes. Donc là, on explose en mana, on a géré le board, on a un meilleur board que lui, on a une bibliothèque, on a 2 mana de plus que lui. Donc on est particulièrement bien dans cette partie. Et le petit Tchernabog, en fait, ne viendra pas finir cette bibliothèque parce que nous avons 8 de volonté sur le lieu. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, si sur les lieux c'est aussi de la volonté. Et le Tchernabog ne tape qu'à 2 malheureusement. Non, il sait qu'il ne peut pas faire ça, il ne peut pas me donner ce Tchernabog bêtement, donc il est obligé ici de faire un play qui me semble, ma foi, très médiocre. Déposer du board. Ce board va lui servir peut-être à aller attaquer ma bibliothèque, mais là il fait un peu un tour à blanc, un tour à vide. Un tour qui est très peu utile, il a peu de cartes en main. Je pense que déjà cette game est en train de tourner favorablement pour moi. On trouve un lapin, ce qui permet de continuer à creuser l'avantage. Oh, et on a Domino Karma qui a les droits directement sur cette petite vidéo. Merci à toi Domino Karma pour ton sub sur Twitch. Ok, on ancre une troisième carte. Diablo, on met tout dans la bibliothèque et on part à l'aventure, ce qui nous permet aussi d'avoir l'avantage en lore. C'est le problème de ce deck Blurple, c'est qu'il joue très très mal de derrière, dans le sens où il récupère pas trop le board. C'est un deck qui nécessite d'avoir quand même une très bonne tempo, de conserver toujours l'avantage. Dès que tu perds le board, c'est très dur de le récupérer. Il faut des cartes comme Elsa pour essayer de solutionner des boards complexes. Et là, Elsa n'est pas encore une option de son côté. Donc je me permets juste de poser du board et de continuer à lorer tranquillement. Il essaye de creuser, on voit qu'il sacrifie cette Tchernabog pour avancer dans son deck et probablement trouver des options telles que Hades ou Elsa qui lui permettront peut-être de reprendre un peu l'avantage ici. Mais il est quand même très derrière en termes de rythme. On a 7 encres pendant que lui n'en a que 6. On trouve un lapin. Tant mieux. Je décide juste de faire la course. Ça, parfois, les mirrors de violet, en fait, c'est intéressant. Tu peux te positionner comme le joueur réactif et donc le joueur contrôle pendant une bonne partie de ta partie. C'est notamment la plupart du temps ce que doit faire le deck violet. Par contre, il y a ce qu'on appelle un turning point. C'est le moment de la game où tu dois décider de passer d'une phase réactive à une phase proactive pour lancer les débats, en tout cas lancer la course. Si tu pars trop tôt, tu te plantes. Si tu pars trop tard, tu te plantes. Et la plupart des jeux violets sont très difficiles à jouer, déjà parce qu'il y a beaucoup de choix et donc il y a plein de micro-choix et d'optimisation qui t'amènent peut-être à la fin à avoir la victoire au lord près. Mais surtout, tu dois trouver ce turning point que tu peux avoir aussi dans des decks comme Humbersteel, ce qui les rend aussi difficiles à jouer, de ok, je temporise, je trade ton board et au bout d'un moment, dans le tour clé, dans ce bon timing, on décide de dire non, en fait, il n'y a plus de trade. Maintenant, je cours et toi, tu essayes de me rattraper. Et c'est important de ne pas le louper, ce turning point. Et c'est des théories qui sont très connues à Magic.
notamment un article qui fait date, qui s'appelle Who's the Beatdown, je crois, de mémoire. Et c'est super important justement de ne pas se tromper de rôle, de savoir quel est son rôle, et ton rôle peut évoluer dans la partie. Et si jamais tu joues le rôle de l'agresseur alors que tu aurais dû être tu aurais dû jouer le rôle de celui qui défend, c'est là en fait où tu vas planter ta game. Et je trouve que cette notion dans l'Arcana, elle est très présente dans Magic et dans d'autres TCG, mais dans l'Arcana et notamment avec les decks violets, elle est vraiment fine et super intéressante. Et donc tu as vraiment intérêt à trouver ce moment de switch, quoi. Et là, globalement, je suis quasiment plus trop incité à trader son board, à moins que les trades soient giga favorables et me génèrent du card advantage. Je crois que je suis plutôt incité globalement à essayer de courir un peu. Il a quand même bien rattrapé le board ici. On va pouvoir piocher une petite carte avec deux petites cartes avec notre ami Merlin. C'est marrant parce que c'est un exercice de cast en fait. Je caste ma propre game, ce qui est d'ailleurs très instructif. Ça me permet de voir aussi là où j'ai probablement mal optimisé, fait des erreurs. Ok, on trouve directement un Hades ici, on s'emmerde pas. Et là, d'après moi, je devrais tout engager pour commencer à continuer à prendre du lore. Je vais peut-être prendre des trades, mais je suis pas sûr qu'il faille le faire. Ah, je prends le trade sur sa goat pour éviter qu'il puisse la reprendre en main et commencer à générer du lore à distance, qui pourrait lui permettre entre guillemets de réduire l'écart de course que je peux mettre en place. Euh, Ça me paraît pas déconnant ici de trade ce goat, cette chèvre. On voit que je dépose deux petits adeptes en plus, hein, du fait que mon adversaire ne joue pas rouge et du coup ne peut pas jouer d'anti-bet de masse qui lui permettrait de solutionner mon board en une seule carte. Je suis plutôt incité à développer tout ce que j'ai, ce qui me permet de lui mettre la pression au lore et encore une fois de continuer dans cette option de course, quoi. Il joue une Elsa qui va taper un de mes Tchernabog. Ça me semble tout à fait logique. Et un crabe. Crabe sur Elsa, ça peut l'inciter à venir plutôt dans Madame Mime, mais je crois que c'était très bien d'attraper Tchernabog, c'est une carte de moins dans ma main, et ça génère le même lore. Et il va plutôt prendre la renarde, je suis pas méga fan, je crois que j'aurais pris le Tchernabog, ça change absolument rien si ce n'est une carte de plus dans ma main. Vu que cette renarde, en fait, elle a un intérêt pour les trades, mais moi je fais plus de trade là, à ce moment-là, je cours. J'ai l'avantage en lore et sur le board, je crois pas que c'était giga utile. Il a échangé son Tchernabog contre le mien du coup. Okay, on continue à se gloutonner ici, on voit que mon adversaire a plus trop de cartes en main. Est-ce que je vais continuer à être un peu trop conservateur? Non, je crois qu'on va continuer à lorer tranquillement, piocher la petite carte du Tchernabog. On va ancrer cette mer azurite et on trouve une autre bibliothèque. Ça, c'est une petite spécificité de ma liste. Tout le monde ne joue pas à la bibliothèque. D'habitude, les decks violet-bleu jouent des MacDuck Manor. C'est une concession au deck bleu-rouge, hein, parce que le deck bleu-rouge va très très bien solutionner votre board, mais très très mal solutionner vos lieux. La bibliothèque n'apporte que 1 de l'or et a pas beaucoup de valeur en termes de value contre bleu-rouge, par rapport à un MacDuck Manor qui lui a beaucoup plus d'endurance et en plus génère 2 de l'or, ce qui permet après un anti-bet de masse comme un bi-prepare de reprendre directement le board avec une potentialité de l'or qui est difficile à solutionner pour l'adversaire. Par contre, la bibliothèque, elle va beaucoup mieux se comporter dans les mirrors de violet. Et là, on le voit, hein, la différence entre mon adversaire et moi, globalement, sur cette game. On a tous les deux fait notre rampe autour d'eux avec une sortie convenable. C'est juste que moi, j'ai eu des bibliothèques qui lui a demandé, du coup, plutôt que de prendre du lore ou trade mes créatures, mes personnages, d'aller trader mon lieu. Et en plus de ça, moi, j'ai pu récupérer quelques cartes dans l'équation, ce qui fait un différentiel à la fin, quoi. Donc, ouais, cette bibliothèque, elle était plutôt bien sentie dès lors qu'on affronte des decks violets et pas forcément des decks bleu-rouge. Ça dépend aussi de votre positionnement et de ce que vous voulez faire de votre deck. J'ai pas repris exactement la liste qui avait été jouée au NA Championship, je l'ai un peu modifié à ma sauce. Ici, on prend Elsa, qui est pas encore un problème, mais qui fait pas plaisir, dans le sens où j'étais quand même assez bien devant dans cette game, avec un board un peu plus large que lui et qui me permettait justement d'initier une course. Et on va dire que Elsa, ça a plutôt bien freiné tout ça. Je récupère mon petit lore passif, faut pas les oublier sur vos lieux, hein.
On va récupérer directement ce Hades qu'on va rejoindre instantanément sur la Elsa. J'avoue que je joue mes tours assez rapidement. Prenez le temps quand vous avez le temps de réfléchir un peu plus à vos plays, même si ça paraît obvious. C'est ça aussi pour s'améliorer à l'Orcana, c'est de remettre en question ce qui paraît très clair et net. Ça me semblait assez clair de reprendre ce Hades et de gérer cette Elsa, mais je me dis toujours quand je joue très vite comme ça, que ça mangeait pas de pain de prendre un peu plus le temps de la réflexion pour peut-être trouver des puzzles que je n'avais pas identifiés. Résoudre les puzzles, c'est pas ce qu'il y a le plus dur au TCG. Ce qui est plus compliqué, c'est plutôt de les voir et de les trouver. Et même quand un play paraît extrêmement obvious, ça mange pas de pain que de se questionner sur sa pertinence. On reprend une Elsa, ok, mon adversaire qui a plutôt bien pioché parce que, je le rappelle, il était à un moment de cette game où il avait plus qu'une seule carte en main, c'est-à-dire qu'il a trouvé 2 Elsa sur le dessus de son pack assez rapidement. Ça lui permet d'aller chercher cette bibliothèque, mais j'ai toujours le board ici. Je pense qu'on va devoir rebouncer Hades si jamais on a l'opportunité. Il rend bien le nouveau tapis comme ça, avec le logo Label Card. Je sais pas ce que vous en pensez, il est bien sombre, il laisse bien place, surtout au visuel des cartes. Je voulais un truc qui mette à la fois en valeur l'identité Label Card et Valet PL, mais qui laisse quand même place aux illustrations, à la visibilité des cartes, que le regard se perde pas trop sur le tapis, mais plutôt sur les cartes, tout en ayant quand même un rappel, une identité qui est liée à notre contenu, quoi. Je le trouve assez discret et esthétique. Ok, on prend juste du lore ici pour l'instant. J'imagine que si on a incliné ce balai, c'est qu'on va le sacrifier. Effectivement. Effet, on va piocher. Ensuite, on bounce le Hades qu'on rejoue. Ça, c'était encore une fois assez clair que si jamais nous avions la possibilité de faire ce play, il fallait le faire. C'est l'avantage de Blurple, hein. Tu pioches des cartes, tu ancres beaucoup, ce qui fait que tu peux te permettre d'avoir une pluralité de play en late game qui est assez large. Tu as beaucoup d'encre pour te permettre ce genre de bouncer des drop sets, en fait, littéralement, et de les rejouer. Tout en continuant en plus à imposer du board avec ce Tchernabog en plus, qui est un peu la cerise sur le gâteau, hein. On n'en a pas forcément besoin pour avoir l'avantage sur ce board. Et là, mon adversaire, lui, malheureusement, il a beaucoup d'encre, mais il a peu de cartes en main. Et donc, il a beaucoup de mal et à faire la course, ou alors à trade mon board. Non, ton lapin, mon gars, il est pas mort. Du coup, tu dois pas piocher ta carte. Et je suis assez sympa parce que je laisse mon oppo remettre la carte qu'il a vue sur le dessus de son pack. C'est-à-dire que lui, il a une information que je n'ai pas. Je m'en suis pas rendu compte, là, je viens de me rendre compte là sur cette game, mais c'est pas très fair. En gros, il a mis son lapin dans mon lapin pour qu'on trade et pour pouvoir piocher une carte, ce qui en fait ne fonctionne pas parce que son lapin a 2 d'attaque et 3 de volonté. Ce qui fait qu'en fait, nos lapins ne se... Son lapin, en fait, ne meurt pas sur le fait de challenger le mien. Et donc, il a pioché sa carte. Et quand je lui ai dit que bah non, en fait, son lapin ne mourrait pas et qu'il ne pouvait pas piocher de carte, et bien en fait, il a repris la carte qu'il avait vue, il l'a reposée sur le dessus de son pack. Normalement, on aurait dû appeler un judge pour ce genre de situation-là. Il n'y avait pas de judge, en tout cas sur Pixelbound. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc, on n'a pas solutionné ça de la manière la plus légale qui soit. Cela dit, entre nous, on aurait pu arriver à un gentleman agreement de bah, écoute, la carte que tu as vue, ou tu me la révèles, et comme ça, on a tous les deux une information supplémentaire connue, ou alors tu la mets en dessous de ton pack. Là, en fait, j'ai pas fait attention. Mon oppo a juste reposé sa carte et j'ai laissé passer ça. Sûrement parce que j'étais dans ma game sans trop me questionner là-dessus, mais c'est pas la meilleure manière de corriger cette situation, je trouve. C'est pas très grave. Je pense pas que mon oppo ait pensé à mal, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Je pense juste que par réflexe, dans une partie très casual, sans enjeu, il a juste reposé sa carte sur le dessus du pack. Ça reste des games plus ou moins compétitifs. Il y a un ladder sur Pixelborn. Je pense quand même que j'aurais pu lui demander de bottom sa carte à minima ou appeler un judge si c'est assez réactif sur le support. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que mon oppo, malgré lui, a fait une extra draw ici et ça nécessite une correction qui est un peu différente. Bon, bah là, on est très bien. On voit que j'ai un board extrêmement large. Mon oppo a aucun moyen de le solutionner. Je suis même pas sûr qu'il joue une 3e Elsa, donc je vois même pas comment il pourrait temporiser ça. J'ai trouvé 2 génies que j'ai apposés pour vraiment proposer un maximum de lore. Il y a une chèvre en plus et ça va être la concession, évidemment.
pour Pixelborn K-Mouse. GG à lui. Voilà, j'espère que l'exercice vous plaît de pouvoir reprendre une game que j'ai eu à jouer et de la commenter. Dites-moi si c'est trop court pour vous, si vous préférez avoir 2-3 games par vidéo. Je ne sais pas exactement encore quel est le bon équilibre et ce que vous attendez sur la chaîne. Là, je me suis dit que j'allais vous proposer un gameplay avec ce deck-là. Mais si jamais vous me dites que vous voulez en voir un peu plus, que vous voulez plus de games, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. En fait, dès que je joue sur Pixelborn, je record mes games en off pour pouvoir juste ensuite derrière les sélectionner et les commenter pour vous créer du contenu. Si jamais vous me dites que vous en voulez plus, la prochaine fois, je vous mettrai plus de games. Voilà. N'hésitez pas à partager ça dans l'espace commentaire. Maintenant, prenez soin de vous, passez une excellente journée et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.